avec nous. Allô, on va parler de deux attaquants à flair défensif qui étaient candidats pour le trophée Selke et qui pourraient l'être encore cette année. Bien là, on parle d'Austin Matthews et de Roope Hintz. Quand on regarde l'année passée, le récipiendaire du trophée Selke, c'est Alexander Barkov. Là, ça a été un vote très, très fort, puis c'était drôlement mérité. Mais on se rappelle que Matthews s'est retrouvé finaliste au trophée Selke pour la première fois de sa carrière, a récolté 26 du vote. Et au 6e rang, Roope Hintz des Stars du Dallas. Alors ce soir, Matthews et Hintz, les deux, on va les voir. Les deux sont capables de produire offensivement. Oui. Surtout dans le cas de Matthews, mais c'est un revirement de situation dans la carrière d'Austin Matthews. Parce que souviens-toi, il était catalogué joueur offensif depuis très, très longtemps. Des buts, il en a marqué à la tonne, mais on a senti au cours des dernières années une grande amélioration au niveau de son jeu défensif. Je lui ai parlé à Matthews et il est très fier de cette amélioration dans son jeu. Pour les jeunes qui nous regardent, qui pensent attaque, 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 c'est ce qu'a fait Austin Matthews, mais la logique derrière le changement d'Austin Matthews, c'est que pour pouvoir attaquer, ça me prend la rondelle. Pour avoir la rondelle, il faut que je l'enlève à l'adversaire. C'est comme ça que Matthews s'est amélioré défensivement. Très brillant. On sait que dans les dernières années, ça a été Barkov, Bergeron, Barkov qui ont gagné le Selke. Là, on regarde Barkov. Bon, il est encore excellent. Oui. Matthews, est-ce que Roope Hintz a des chances? Moi, je pense que oui, parce que c'est l'un des secrets les mieux gardés dans la Ligue nationale. Offensivement, c'est 3 saisons de suite de 30 buts ou plus. Il pilote le premier trio des Stars depuis quelques années. C'est un joueur qui est tellement responsable, qui est tellement puissant pour attaquer le filet, puissant pour défendre son territoire également. Tu regardes son efficacité sur les mises en jeu. C'est un joueur qui a beaucoup de responsabilités soir après soir et se mesure aux meilleurs attaquants des équipes adverses. Et lui, depuis très longtemps, son aspect défensif, c'est en lui. C'est une façon de jouer très importante pour lui. Et il lève son jeu d'un cran aussi en l'absence de Séguin. On le mentionnait tantôt. Oui, absolument. Il n'y aura pas le choix. Puis lui aussi, je lui ai parlé à Roope Hintz. Voici ce qu'il nous dit au sujet de son jeu défensif. C'était pas M&M? Pour vrai? C'était Roope Hintz. Il a l'air d'une pop star. Très, très gentil. Il parlait de sa puissance, de sa rapidité et du fait que lui, l'aspect défensif de son jeu, il l'a appris dans la Ligue américaine et il a su l'amener dans la Ligue nationale. Vraiment. Merci beaucoup. Bon match ce soir. Je vais écouter un peu d'M&M. Oui, vas-y donc. On va te mettre ça dans les oreilles. On va regarder ce que Mise au jeu plus avec nous tout le temps quand on fait un syndicat de gardiens. Hein? Moi, je suis pas sorteux, hein? Donc, on est là. T'es tout le temps ici. Messieurs, on a beaucoup de choses à parler concernant les gardiens. J'en ai parlé d'entrée de jeu. Anthony Stolarz qui va manquer à l'appel. Il doit subir une petite opération au genou. 4 à 6 semaines. C'est comme dommage pour lui parce qu'il avait vraiment trouvé son air d'aller avec les Maple Leafs, mais on semble quand même bien répondre en son absence avec Dennis Hillbilly qui a été rappelé et Joseph Woll, mais c'est dommage pour lui quand même. C'est dommage. Et l'année passée, il avait connu une très bonne saison avec les Panthers. Oui, c'était pas le même genre d'équipe devant lui, mais il était parmi les meilleurs gardiens statistiques, moyenne efficacité. Ça mène à Toronto, nouveau défi. Joseph Woll qui est blessé, ça lui donne une chance de se faire valoir rapidement. Moi, je pense qu'il était rendu là dans son cheminement, d'avoir une opportunité d'être gardien numéro 1, ce qu'il l'a démontré dans les dernières saisons. Là, clairement, il a déjà laissé sa carte de visite. Les partisans à Toronto, l'organisation, on a confiance. Et ça donne beaucoup de confiance pour le joueur. Tu sais, on parle rarement de ça, mais une qualité d'un gardien de but numéro 1, c'est de ne pas être blessé souvent. Et clairement, les joueurs ne font pas exprès pour se blesser. Mais les grands gardiens, les gars qui sont capables de jouer des 50 départs et plus, il n'y en a pas beaucoup. Il y a des gardiens, et Stolarz, malheureusement, a aussi une historique d'un gars qui se blesse souvent. Et quand tu regardes l'ensemble de sa carrière, c'est pas quelqu'un qui a eu des 40 départs dans une saison. C'est un gars de 25 départs. Et là, il arrivait quasiment à peu près au nombre de départs qu'il a fait en carrière. Donc, est-ce que ça a un lien? Mais une chose est certaine, c'est qu'il a mis vraiment une pression sur Joseph Woll. Et pour une des rares fois, je te dirais que les Leafs ont un des très, très bons duos de gardiens de but à travers la Ligue. Ça fait longtemps qu'on n'a pas dit ça. Oui, puis il se blesse là, dans le fond, juste avant les séries éliminatoires. Au moins, Woll est revenu. Fait qu'on a un des deux. On devrait être correct pour les séries. Oui, exactement. Parlons maintenant pour les Canucks. Le retour de Thatcher Demko devant le filet. Il n'avait pas joué depuis le 24 avril dernier. Il a disputé 3 rencontres jusqu'à maintenant. Il a signé une victoire à sa dernière sortie le 16 décembre, un but accordé. Mais à quel point c'est difficile pour un gardien de revenir comme ça au jeu en plein mois de décembre quand on n'a pas joué depuis le 24 avril? Tout se passe dans la tête d'un gardien de but à ce moment-ci, hein? Parce que là, c'est de savoir est-ce que tu te sens bien, est-ce que la confiance est au rendez-vous. C'est un sentiment qui n'est pas palpable, mais que tu veux aller rechercher le plus rapidement possible. En pratique, tu le sais, il n'y a pas de situation
que de matchs où les tirs voilés, des tirs déviés, c'est des situations qui arrivent tellement souvent dans la Ligue nationale que tu ne vois pas en pratique. Donc, c'est sûr et certain qu'il y a une petite adaptation quand tu te reviens. Et là, c'est d'aller chercher le plus rapidement confiance. Les 2 premiers matchs, on voyait qu'il y avait un petit peu de rouille, qui était un petit peu hypothéqué, mais là, il est revenu puis il a joué un bon match le dernier. Tu as tellement raison, les tirs voilés, il y a des situations que tu peux pas recréer, pour les blessures et tout ça. L'autre chose, c'est la pression, le stress, comment tu te sens avant un match. Ça fait des mois qu'il l'a pas vécu. Et le temps qu'il a été blessé, il faut jamais oublier que Lankinen est arrivé et lui a vraiment non seulement pris le filet, mais il a joué du hockey de haut niveau à un point qu'il a sauvé la saison des Canucks. Et pour un gars comme Rick Tocchet, tu te dis, OK, Demko, c'est notre numéro 1 sur papier, mais encore faut-il qu'il joue à la hauteur des attentes. Parce que là, Lankinen, présentement, est blessé. Quand il va revenir, moi, je pense que Demko, on n'a pas tant de temps que ça pour qu'il retrouve sa game, comme on dit, parce que l'autre joue du hockey de haut niveau aussi. Bien, c'est quand même bien. Il y a la pression en même temps. Il revient, mais il y a la pression de performer tout de suite. Il y a des gardiens qui vont très bien dernièrement. Je veux qu'on en parle. Commençons par Linus Ullmark du côté des Sénateurs. Bien, les Sénateurs vont bien. Linus Ullmark va bien. C'est 6 victoires à ses 6 derniers départs pour lui. Ça va faire du bien aux Sénateurs, ça? Ben, c'est incroyable. C'est ce qu'on attendait depuis longtemps du côté des Sénateurs. Ben oui, exact. J'aurais dit Craig Anderson, qui a amené beaucoup de stabilité. Non, t'as raison. Mais depuis Anderson, c'est vrai qu'on n'a pas eu d'autres. Oui, puis on l'a signé quand même un gros contrat. On est allé chercher, on mise beaucoup sur Ullmark. On n'est pas parfait défensivement du côté des Sénateurs. Donc, ça prend un gardien de but qui est au sommet de sa forme. Moi, ce qu'il a réalisé en fin de semaine, les 2 matchs en 2 soirs, en jouant à Caroline le vendredi soir à la maison par la suite, pour moi, ça a été un fait d'armes pour lui avec les Sénateurs d'Ottawa. C'est 7-0-1 dans ses 8 derniers. C'est pour ça que mais tu sais, on l'a déjà vu ce qui arrive avec Ullmark quand il est hot. Il y a 2 ans, là, c'est exceptionnel ce qu'il a fait avec les Bruins de Boston. Donc, on connaît la valeur du joueur. Maintenant, quand on était chercher, c'est ça qu'on voulait avoir. On voulait avoir un niveau de jeu comme ça. On l'avait malheureusement pas vu. Mais là, non seulement à l'image de l'équipe, moi, je suis content pour les scènes, je suis content pour lui. C'est un gars solide. Là, on a un vrai numéro 1 dans le filet. On n'a même pas parlé de Markstrom, Hellebuck, Vemelka. J'ai même Fichot et Lalime ici qui sont en feu. Il y a trop de bons gardiens. On va parler de Markstrom puis les autres avant. C'est ça. Merci, messieurs. On prend une courte pause et au retour, dernier droit avant le début de notre rencontre. Éric, bon, c'est tellement une bonne rencontre entre ces 2 bonnes formations. On a ouvert la marque du côté des Stars, mais on veut parler surtout de ce premier trio du côté des Leafs qu'on avait déjà tenté d'ailleurs dans le passé. Oui, puis tu sais, on sait cette année, autant qu'on joue bien défensivement, on marque un petit peu moins de buts et c'est certainement un des aspects que l'entraîneur va améliorer. Qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là? Bien, on réunit les 3 meilleurs d'âge. Je dois dire que c'est peut-être pas sa meilleure période. On voit ici, c'est un jeu qu'un joueur aussi bon ne ferait pas. Revirement directement dans l'enclave. Donc, pour le c'est le 2e match qu'on les essaie ensemble. On a joué environ 24 minutes. Et vous voyez, là, dans le bas de l'écran, on n'a pas encore marqué du côté du premier trio, 2 buts des adversaires. La saison dernière, on avait tenté l'expérience. On peut voir que c'est pas concluant. Et ça, c'est dur à croire quand tu vois le talent sur la glace. Et c'est pas la première année qu'on tente de trouver un partenaire avec Marner Matthews. On avait Matthew Nice la saison dernière. C'est pas pourquoi, c'est comme s'ils sont faits juste pour jouer les 2 ensemble. Et le 3e, on peut mettre un peu n'importe qui là, pour tenter de combler. Un peu comme le Canadien avec Caulfield et Suzuki. Ça ressemble énormément à ça, effectivement. C'est des duos, exactement. On avait même essayé Max Domi sur le premier trio. Et lui, ce soir, a ouvert la marque pour les Leafs. C'est 2 buts en 2 matchs, mais c'est ses seuls 2 buts de la saison. Il peut certainement aider la cause des Leafs. Un petit mot sur Joseph Woll qui est devant le filet. Il a été quand même bombardé en première période par les Stars. Comment tu le trouves? Je le trouve très, très bon. Il est son tour de bâtir sa confiance et continuer avec de bonnes performances. Et quand Stolarz va revenir, je pense que l'objectif de Joseph Woll, c'est qu'on se dise c'est qui le numéro 1? Est-ce que c'est encore Woll? Est-ce que c'est Stolarz? Donc, le filet lui appartient. Le seul qui peut le perdre, c'est lui. Il n'y en a pas d'autre. Non, exactement. Il a de 4 à 6 semaines pour tenter de se faire valoir. Merci, Eric. Vous savez qu'il y a eu quelques transactions dans la LNH et on rejoint le collègue Renaud Lavoie pour en parler. Renaud, on va commencer par parler du Canadien parce que les dirigeants du CH sont en Russie actuellement pour faire avancer le dossier Ivan Demidov. Qu'est-ce qu'on sait là-dessus? Bien, il y avait une rencontre, Elisabeth, aujourd'hui avec l'entraîneur-chef du cas de Saint-Pétersbourg qui s'appelle Roman Rottenberg. D'ailleurs, lui-même a envoyé une photo de cette rencontre avec les dirigeants des Canadiens. On voit ici à la gauche Nick
Probov, qui est, si tu veux, celui qui s'occupe entre autres, du repêchage chez les Canadiens de Montréal. On voit Kent Hughes, l'entraîneur-chef dans le milieu du Duca, et Vincent Lecavalier à droite. C'est sûr que c'était une rencontre aujourd'hui où ce qui est intéressant, c'est qu'on a parlé de négociation. C'est l'entraîneur-chef du Duca qui a dit ça hier après la rencontre. Présentement, ce qu'on peut vous dire, c'est que ce qui concerne vraiment le Canadien de Montréal, c'est le temps de jeu de leur premier choix au dernier repêchage. Il a joué près de 11 minutes hier. Ça, Elisabeth, c'est son plus haut temps de glace depuis le 11 novembre. Normalement, ça tournait plus autour des 6 minutes. La question que tout le monde se posait, c'est est-ce que c'est possible, justement, qu'on le rapatrie ici, en Amérique du Nord? Mais dans la saison régulière, en plein milieu, c'est extrêmement rare que ce genre de transfert a lieu. Il faudrait que le SCA le libère. Ce qui, évidemment, ne risque pas d'être leur intention. Tout ça pour dire que Kent Hughes va revenir normalement au pays d'ici la fin de la semaine et sûrement qu'à partir de ce moment-là, on va en savoir plus sur cette rencontre. C'est intéressant. Je veux qu'on parle un petit peu des Rangers maintenant parce qu'on parle beaucoup de Chris Drury, mais la question, c'est de savoir aussi, est-ce que Peter Laviolette fait vraiment l'unanimité à New York? Ça, c'est une excellente question, Elisabeth, parce que c'est sûr qu'on parle d'un fossé entre Chris Drury, directeur général des Rangers, et le vestiaire. Mais qu'en est-il de Peter Laviolette, qui a décidé, lui, entre autres, dans le match de dimanche, face aux Blues de Saint-Louis, de faire très peu jouer Mika Zibanejad. On parle d'un temps de glace de 13 minutes pour lui. C'est la première fois depuis octobre 2019 qu'il jouait aussi peu. Puis c'est arrivé lors d'une blessure. Donc, il a joué 17 minutes hier. On peut penser aussi à Chris Kreider. Les choses ne vont pas bien pour lui. Chris Kreider, au mois de décembre, c'est 1 but, 1 passe. Mika Zibanejad, c'est 1 but, 3 passes. Quand tes meilleurs joueurs ne fonctionnent plus, Elisabeth, c'est sûr que les yeux se tournent vers l'entraîneur-chef. J'ai comme l'impression que le dossier des Rangers de New York, qui est un des plus grands téléromans depuis un mois, risque de se poursuivre. Ben oui, puis c'est vrai, à un moment donné, c'est clair qu'on regarde du côté de l'entraîneur, Renaud, mais ça fait tellement peu longtemps qu'il est là en même temps. Tu sais, il vient d'arriver, c'est sa deuxième année. Visiblement, il ne fait pas l'unanimité lui-même à l'intérieur de son vestiaire. Intéressant. On va parler un peu d'économie, Renaud, pour terminer. Pourquoi pas? On sait que le dollar canadien plonge et ça fait mal à la LNH quand le dollar canadien est si bas. Oui, c'est des revenus là, qu'on perd carrément du côté de la Ligue nationale de hockey. Il y a un an précisément, le dollar canadien était à 77 sous, 76. Aujourd'hui, il est à 69 sous. À chaque sou que le dollar canadien perd, c'est 20 millions de dollars de moins dans les poches de la Ligue nationale de hockey. Si on fait une règle facile, 20 fois 7, ça fait 140 millions de dollars en revenus actuellement que la Ligue nationale va perdre par rapport à l'an dernier, par rapport à la faiblesse du dollar canadien. Et le pire dans tout ça, Elisabeth, c'est qu'on s'attend encore à ce que le dollar plonge et de plus en plus, il y a des gens qui parlent d'une possibilité qu'il tombe à 60 sous. Et si c'est le cas, là, c'est évident qu'on va se retrouver devant une situation assez difficile, non seulement pour la Ligue nationale, mais les équipes canadiennes. Il y en a 7 qui payent leurs joueurs en dollars américains. Ça va être très difficile là, de trouver, en tout cas d'avoir une marge de profit intéressante, ça c'est sûr. Wow. Assez intéressant. Merci beaucoup, Renaud. Bonne soirée. Bonne soirée, Elisabeth.